Bienvenue dans Droit au jeu. À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, cette émission vous invite dans les coulisses juridiques du sport. Que serait l'athlète sans le droit? Que serait l'athlète sans son avocat? Car oui, derrière chaque athlète, amateur ou professionnel, se cache un avocat. Un avocat qui conseille, un avocat qui assiste, un avocat qui défend. Un rôle multiple qui souligne la pluralité de cette profession. L'athlète peut avoir besoin d'un avocat en droit du sport, comme il peut avoir besoin d'un avocat en droit de la propriété intellectuelle ou encore en droit pénal. Dans cette émission, des avocats accompagnant aussi bien les athlètes que les clubs répondront à nos questions. Ils nous aideront également à comprendre les enjeux juridiques et environnementaux que peut soulever parfois le sport. Ils ont entre 5 et 25 ans d'expérience et ils ont accompagné des athlètes comme Kylian Mbappé, Teddy Riner ou encore Isaura Tibus. Ils ont également accompagné des clubs et des institutionnels à l'image des fédérations africaines de football. Alors, prêt à plonger dans l'univers fascinant du droit et du sport? C'est parti, Droit au jeu, le podcast du barreau de Paris. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons nous intéresser à l'image de l'athlète. Nous avons le plaisir de recevoir Delphine Verheyden, avocate au barreau de Paris et spécialisée en droit du sport. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes donc avocate au barreau de Paris, vous êtes spécialisée en droit du sport depuis 1998. Vous avez fondé le cabinet Verheyden Avocat, vous avez notamment été le conseil de plusieurs grands athlètes. Alors, qui dit image de l'athlète dit droit à l'image. Est-ce que le droit à l'image de l'athlète compte réellement plus quand on est un athlète connu? Alors, pour répondre à votre question, je vous propose de faire un petit pas en arrière. Ce petit pas en arrière consiste à prendre conscience que nous avons tous un droit à l'image. Le droit à l'image est inclus dans les attributs de la personnalité qu'on acquiert donc à la naissance, au même titre que le droit au nom, à l'intégrité du corps humain et donc le droit à l'image. Le truc, c'est que une image va prendre une valeur dès lors qu'une personne va acquérir de la notoriété et que cette notoriété va pouvoir être associée à des valeurs. Alors l'avantage d'un sportif de haut niveau, mais au même titre finalement qu'un acteur ou un mannequin, c'est qu'il va acquérir une notoriété, le rendant suffisamment connu pour que des marques trouvent un intérêt à s'associer à leur image pour promouvoir leurs produits ou leurs services. Voilà pourquoi un sportif peut avoir une image qui prend de la valeur en fonction de ses résultats sportifs et des valeurs que lui-même va incarner. Alors justement, vous évoquiez les marques à l'instant. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est les marques qui viennent démarcher le sportif ou c'est l'agent qui va essayer de vendre son athlète auprès des marques? D'abord, tout sportif n'a pas un agent. Le nom d'agent, dans le langage courant, signifie un peu la personne à tout faire ou la ressource miracle qui va vous permettre de résoudre tous vos problèmes. En réalité, on devrait peut-être ici plutôt parler d'apporteur d'affaires, car il est parfois nécessaire que des intermédiaires fassent le lien entre une marque et une personnalité, parce que cet intermédiaire serait au courant d'une campagne qui doit avoir lieu et pour lequel la marque recherche un profil particulier, ou cet intermédiaire serait au courant d'un athlète qui lui-même aimerait bien incarner tel ou tel produit ou service. Comment ça se passe? Eh bien, imaginez que vous ayez 16 ans, vous êtes doué dans un sport, et vous commencez à avoir des petits résultats sympathiques. Au niveau local, il y a donc des entreprises tout à fait locales qui vont commencer à s'intéresser à vous. Ça va être, et ça n'est pas une caricature ce que je vous dis, ça va être le concessionnaire automobile du coin, ça va être la société d'intérim, ça peut être aussi une société avec laquelle votre famille a un lien, elle emploie votre oncle, votre tante, vos parents, que sais-je encore. Et un peu par solidarité locale, eh bien, les marques vont s'intéresser à cette ou ces athlètes qui ont leur petite notoriété. Bon, là, finalement, c'est une visibilité assez limitée. On va vous demander de mettre un macaron sur un t-shirt ou sur un sac, et puis tout le monde est content et vous allez continuer à avoir des résultats sportifs de plus en plus probants. Plus ces résultats vont être probants, plus vous allez être exposé, peut-être dans les journaux, peut-être à la télévision. Et là, le cercle de marques s'intéressant à vous va s'élargir. Ce ne sera plus au niveau local, mais peut-être au niveau départemental, régional,
pourquoi pas national et peut-être un jour international. Et plus on le sent en voyant les choses de la sorte, plus vous allez parler à un public large, plus des marques cherchant à parler à un public large vont s'intéresser à vous. Tout cela marchait parfaitement bien jusqu'à l'arrivée des sites internet et des réseaux sociaux. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard, mais ça a changé la donne des cercles concentriques que je viens de vous décrire. On va y revenir effectivement un peu plus tard, hein, sur les réseaux sociaux, mais si on en revient même à la typologie de contrat, quels sont les différents contrats qu'on peut proposer à un athlète? Le premier type de contrat que vous pouvez lui proposer, c'est un contrat de partenariat au terme duquel vous allez le rémunérer pour avoir le droit, en contrepartie, d'utiliser son image dans vos publicités, pour faire simple. Un deuxième type de contrat pourrait être le contrat de licence, où cette fois, le sportif va autoriser une marque à commercialiser des produits qui reproduisent son nom, qui reproduisent son image au sens large, auprès du grand public. Là, vous n'allez pas prendre des honoraires purs en droit à l'image, mais souvent une redevance sur les ventes qui vont être faites. Ce sont les deux contrats principaux, tandis que des associations ou des clubs pourraient, eux, parfois, prétendre au mécénat sportif. Ce n'est pas le cas pour une personne physique à proprement parler. On ne peut pas lui faire un don. Enfin, en tout cas, ce n'est pas traité de la même manière juridiquement que pour une association. Alors justement, en parlant des clubs, est-ce qu'il est plus difficile pour un athlète de contrôler son image quand il joue dans un club plutôt que quand il joue individuellement et qu'il pratique une discipline sportive individuelle? Je pense notamment à l'opposition tennis-football par exemple. Non, pas du tout. Simplement, ce ne sont pas les mêmes textes qui s'appliquent. Sportif individuel ou collectif, retour à l'article 9 du Code civil, finalement, on parle du même droit, le droit à l'image. Mais ce droit va être contraint par strate. D'abord, en tant que sportif, vous êtes licencié. Et à ce titre, quelle que soit votre fédération, elle a des règlements. Et certains articles de ces règlements adressent le droit à l'image. Pour venir restreindre, plus ou moins d'ailleurs en fonction des disciplines, le droit que vous avez en votre qualité de sportif licencié de la fédération d'exploiter votre image. Alors ensuite, effectivement, si vous êtes un sportif individuel, au-delà de la réglementation fédérale et de la réglementation des compétitions auxquelles vous allez être amené à participer, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques, ça arrive, c'est droit devant nous, n'importe quel athlète qui va s'engager pour les Jeux olympiques va signer une charte au terme de laquelle vont s'imposer à lui les textes issus du Comité international olympique, mais également des textes issus du Comité national olympique et sportif français, mais également les textes de sa fédération. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de Ça fait strates. un sacré millefeuille. Ça fait un sacré millefeuille. Donc on a beau être sportif individuel, on doit se contraindre à ce millefeuille. Quand on est sportif professionnel, s'il s'agit de participer aux Jeux olympiques, le millefeuille est le même que celui que je viens de vous décrire. Mais s'il s'agit de participer à des compétitions professionnelles, vous pouvez rajouter dans le millefeuille votre contrat de travail qui va aussi vous imposer des contraintes relativement à votre club employeur. Et puis également des contraintes si vous participez, vous m'avez parlé de football, eh bien si vous participez au championnat de France, si vous participez à l'Euro, enfin, quelle que soit la compétition, à nouveau, des strates viennent s'ajouter dans le millefeuille. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez le rôle de l'apporteur d'affaires, mais si on peut revenir au rôle de l'avocat. Concrètement, vous, en tant qu'avocate, vous défendez donc les intérêts de votre client. Donc, le client, on l'a dit tout à l'heure, ça peut aussi bien être un athlète qu'un club ou un institutionnel. Ou une marque. Ou une aussi. marque, effectivement, ou une marque. Et du coup, comment se passent vos relations avec l'apporteur d'affaires? Est-ce que parfois vous avez l'impression que un acteur piétine sur le domaine de l'autre acteur, ou vous êtes un véritable binôme? Et quelles sont vos relations avec le client? Enfin, comment se passent vos relations? Eh bien, pour pouvoir répondre à votre question, je pense peut-être intéressant de vous éclairer sur le rôle de l'avocat, les missions de l'avocat. Tout à l'heure, on évoquait le millefeuille. Eh bien, déjà et avant tout, le rôle de l'avocat, c'est d'être expert en millefeuille, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire d'éclairer l'athlète dont on parlait tout à l'heure, de 16 ans, qui est en train de commencer à réussir, c'est de l'éclairer, elle et ou ses parents, sur ses droits et obligations,
Et c'est pas simple. J'ai souvent l'impression de jouer au jeu de loi avec mes clients. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'accepte un nouveau client, je repars de la case départ. Et il va falloir expliquer la règle du jeu, qui d'ailleurs va varier en fonction des disciplines, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fonction d'un sport qui est individuel ou collectif. Donc d'abord, la règle du jeu. Et quand le client en a pleinement conscience, eh bien, l'assister pour appliquer cette règle du jeu. Je rappelle que les avocats ont le monopole en matière de conseil juridique. En d'autres termes, quiconque apporterait une affaire ou serait une agence de communication ou autre n'est pas censé faire du conseil juridique. C'est marrant, ça paraît beaucoup plus évident quand on prend le parallèle avec le domaine médical. Seul un médecin pourrait vous délivrer une ordonnance. Ça nous paraît à tous évident. Et puis si quelqu'un d'autre s'aventurait à le faire, ça nous paraît aussi à tous évident qu'il serait en train d'exercer illégalement la médecine. Et pourtant, qu'est-ce qu'on en croise des gens qui vous rédigent des contrats et qui donc font du conseil juridique sans du tout être avocats? C'est un point de vigilance important sur lequel il faut attirer l'attention des pratiquants sportifs de haut niveau ou professionnels, c'est s'adresser aux bons interlocuteurs en fonction du service attendu. Si vous attendez de votre interlocuteur qu'il prenne son téléphone, qu'il contacte des marques pour vous trouver des contrats, ça n'est pas la même chose que de négocier ce contrat, voire vous défendre lorsqu'il y a des enjeux au moment de l'appliquer. Une fois qu'on comprend donc quel est le rôle de l'avocat, eh bien, euh, remettons-nous dans les cercles concentriques dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'on peut se dire, c'est que moins on est avancé dans sa carrière, plus on va avoir besoin, surtout d'un apporteur d'affaires. Mais le paradoxe, c'est que moins on est avancé et moins on intéresse les marques. C'est une espèce de cercle pas vertueux au départ. C'est là qu'on a besoin d'argent, mais on n'est pas connu. On n'est pas connu parce qu'on n'a pas encore assez de résultats, donc on n'intéresse pas les marques, donc les apporteurs d'affaires ne les intéressent pas, et donc l'avocat, il n'a pas de matière. Il n'a pas de matière à traiter. À part vous éclairer sur vos droits et obligations, on n'a pas trop de matière à traiter non plus. Au moment où la mayonnaise prend, évidemment par déformation professionnelle, moi j'ai souvent considéré que là on n'avait plus besoin que de l'avocat. Quand le téléphone se met à sonner tout seul, ça veut dire que les résultats sportifs sont là, et ce qu'il faut faire, c'est un travail sur l'image, c'est-à-dire s'assurer que la notoriété évolue en étroite relation avec les résultats sportifs et que cette notoriété véhicule bien les bons messages, les bonnes valeurs, c'est-à-dire ceux qu'incarne ce sportif. Et en tant qu'avocat, on est tout à fait capable, en recevant notre client, de jauger, de comprendre qui il est ou qui elle est et quelles sont ses ambitions dans la vie. Et donc, lorsqu'on négocie le contrat, on est tout à fait capable d'expliquer à la marque que ça va ou pas marcher en fonction de ce que veut faire le client. Alors, ce que vous nous aviez expliqué d'ailleurs quand on avait préparé ensemble cette émission, vous nous avez dit en fait que finalement, et je pense que c'est utile aussi de le rappeler à nos auditeurs, que finalement l'existence de ces deux acteurs distincts est propre à la France. Et qu'aux États-Unis, l'agent est avocat, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. J'ai eu la chance au tout début de mon parcours de commencer par 6 mois de pratique aux États-Unis, à Boston, auprès d'un confrère qui était spécialiste en images et en droit du sport. Il avait été formé à Harvard, il avait écrit un bouquin, même plusieurs éditions de ce bouquin. C'était vraiment son sujet, celui de l'image des sportifs. Et à ses côtés, j'ai appris et compris qu'en fait, d'ailleurs son livre s'appelait An Athlete's Guide to Agents, donc le guide de l'agent et du sportif. Et ce que lui me disait, c'était chez nous, l'agent, c'est l'avocat. Et c'est lui qui va suivre toute la carrière du sportif dans sa globalité, car aujourd'hui j'ai le plaisir de vous répondre sur le sujet de l'image, mais pour mes clients, je suis amenée à faire d'autres types de conseils qui découlent de l'image. La propriété intellectuelle, la constitution d'une société qui, comme par hasard, va être celle qui gère les droits à l'image du client. Vous voyez, il faut quand même toucher à d'autres domaines du droit, points pour lesquels le sportif, il n'a pas le choix, en fait. Là, il faut faire appel à un avocat. Et donc, effectivement, aux États-Unis, c'est le cas depuis toujours. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait eu un peu une incompréhension dans les années 80, on peut peut-être dire. C'est-à-dire qu'on a importé le concept d'agent en s'imaginant que ça allait rendre les mêmes services que l'avocat, en fait, aux États-Unis.
Donc je trouve chouette que ces 20 dernières années, notre profession ait pris sa place dans le domaine du sport, une place de conseil, en même temps que le droit du sport s'est structuré, il a été codifié et il évolue sans cesse. Et ce sont des bonnes choses parce que c'est devenu un secteur économique à part entière, dont les principaux acteurs sont les sportifs. Et il est important aujourd'hui que leurs droits soient respectés et ça passe par le droit à l'image. Donc tout à l'heure, nous évoquions les différents contrats et on va prendre l'exemple d'un athlète qui est extrêmement célèbre et qui décide du jour au lendemain de rompre son contrat de partenariat ou peu importe quel type de contrat avec une marque. Je pense notamment à Antoine Griezmann, dont vous ne défendez pas les intérêts, hein, Tout à fait. je rappelle, qui rompt son contrat avec Huawei pour défendre les Ouïghours. Donc c'est au nom de certaines convictions qu'il va rompre de manière brutale son contrat. Concrètement et contractuellement, comment ça se passe? Contractuellement, et c'est là qu'on voit une fois encore l'importance du rôle de l'avocat, parce que tout ça, ça se négocie, ça se rédige et on ne peut pas écrire n'importe quoi. Quand on négocie un contrat, bien sûr, on va essayer de se mettre d'accord le plus tôt possible sur la chose et sur le prix pour que le contrat soit formé, mais il va y avoir une ribambelle de clauses qui permettent ce qui ne devrait jamais arriver. Et notamment, la résiliation anticipée du contrat donne lieu souvent à des échanges nourris, parce que chaque partie se dit alors là, je m'engage, mais alors là, j'ai pas du tout envie qu'arrive telle situation. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais imaginons des compléments alimentaires qui chercheraient à utiliser l'image de sportifs connus pour promouvoir leurs produits, qui peuvent somme toute être très bons, de très bonne qualité, mais qui peuvent aussi présenter certains défauts. Eh bien, si on représente le sportif, on va dire pop, 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 je veux pouvoir sortir du contrat si vous êtes pris dans un scandale sanitaire, s'il est établi que vos produits contiennent des substances nocives, dopantes, que sais-je encore. Bien évidemment, je veux pouvoir sortir du contrat. À l'inverse, la marque va dire pop, 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 je fais des produits qui sont extrêmement bons pour la performance sportive, je veux pouvoir sortir si vous êtes mis en cause dans une affaire liée à du dopage. Donc, toutes ces clauses se négocient, et je ne sais pas dans l'affaire dont vous faites état ce qui a été négocié, mais en tout cas, ça permet aux sportifs de sortir sans faute contractuelle de son contrat, parce que la partie adverse n'a pas respecté ses obligations. Dans mon exemple, le produit n'est pas de qualité ou l'athlète a été pris pour dopage. Bah, justement, en parlant de la partie adverse, on va prendre du coup le cas inverse. On a un athlète qui est victime d'un bad buzz, qui est condamné par la justice. La partie adverse, que peut-elle faire concrètement dans ce cas de figure? Votre question présente plusieurs volets. Un athlète qui est victime d'un bad buzz, ça n'est pas la même chose qu'un athlète qui a été condamné. Complètement. Donc, on va les prendre consécutivement. Un athlète victime d'un bad buzz, vous mettez là le doigt sur un énorme problème. Un énorme problème qui ne fait qu'arriver et qui va causer, je pense, énormément de dommages aux personnes publiques que sont les sportifs. Parce que c'est une chose d'être victime de bad buzz, c'en est encore une autre d'être victime de ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire, avec la création d'images qui ne sont pas du tout des images réelles, avec reproduction de votre voix, traduction en instantané, j'en passe et des meilleurs. Je pourrais vous proposer des solutions pour ça, mais c'est peut-être pas l'objet aujourd'hui. Donc, un athlète victime d'un bad buzz, eh bien, si son sponsor se retourne vers lui et lui dit, imaginons un, un bad buzz sur des problèmes de mœurs, mais qui ne serait pas du tout fondé en réalité, eh bien, ça va être à charge pour l'athlète de démontrer à son partenaire que tout cela n'est pas fondé, n'est pas vrai. C'est un peu une course contre la montre, parce que les informations et les actualités tournent à la vitesse de la lumière, et le mal est très vite fait. D'ailleurs, on a pas mal d'exemples plus ou moins récents qui démontrent que des mois ou des années plus tard, la montagne a accouché d'une souris, la personnalité n'était coupable de rien, mais le mal est déjà fait. Donc, chacun va se défendre, la marque essayant de très vite se dissocier de l'athlète, et lui essayant de très vite démontrer que tout ça n'est pas fondé. Le mieux, c'est d'aboutir à une concertation, à des prises de parole communes. C'est arrivé quand même, hein. Alors là, c'est pas un athlète, mais j'ai un exemple qui me vient, c'est le parfum sauvage avec Johnny Depp,
qui a été pris pendant de longs mois et de longues années dans un procès fleuve avec son ex-femme. Et finalement, il en est sorti blanchi. Et Dior ne l'a pas lâché, l'a gardé comme égérie et l'a même renouvelé pour qu'il reste l'égérie. Donc vous voyez, on peut quand même intelligemment trouver des solutions pour en sortir par le haut. Maintenant, un athlète qui est condamné, ça c'est une autre paire de manches. Là, on va plutôt rentrer dans le cadre des clauses que j'évoquais tout à l'heure. Vous commettez une faute, ce cas de figure était prévu dans le contrat, désolé, fin de l'histoire. C'est très intéressant parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, que l'avocat a un véritable rôle dans la stratégie de communication. Est-ce que je me trompe? Ça peut. Moi, au fil des années, je me suis rendu compte que nous étions un peu contraints, nous les avocats, de sortir de notre zone de confort ou notre zone d'expertise pure si on voulait apporter un conseil juste. Parce que vous évoquiez tout à l'heure les deux grandes familles que sont les sports professionnels et les sports amateurs. Ce que j'ai assez vite compris, c'est que quand un sportif amateur toque à mon bureau, généralement il est assez jeune, donc c'est ses parents qui toquent et accompagnés du jeune, et il est à l'aube des problèmes, mais ils ne sont pas encore vraiment là. Et il est à l'aube des solutions, c'est-à-dire des sponsors et des financements, mais ils ne sont pas encore vraiment là. Et ce qui veut dire que, comme souvent dans notre métier, et c'est ce qui en fait un métier formidable, on est un peu le seul interlocuteur ou le dernier interlocuteur avant de tomber dans le vide. Et si à ce moment-là, mon conseil consiste à dire, bah alors, messieurs, dames, revenez me voir quand vous aurez une attachée de presse, une psychothérapeute, une chargée de communication, enfin, vous voyez, j'en passe et des meilleurs, je vais jamais le revoir, le client, parce qu'en fait, il n'a pas les moyens de faire tout ça. Donc, au fil des années, j'ai compris qu'il fallait leur proposer de constituer une équipe de travail dimensionnée au moment de la carrière. Souvent, pour les sportifs olympiques, le b.a.-ba, c'est de dire il va falloir au moins un ou une attachée de presse pour faire croître votre notoriété. Parce que, en fait, s'il n'y a pas d'image, moi, je suis comme un boulanger sans farine, quoi. Je ne vais pas pouvoir faire de pain. Et je ne vais pas pouvoir vendre l'image si elle n'existe pas. Donc, avant de conseiller sur le contenu des contrats, je conseille sur les ingrédients à rassembler en vue d'aboutir à des contrats. C'est pour ça qu'à un moment, il n'est plus vraiment nécessaire d'avoir des apporteurs d'affaires, parce que si le travail est bien fait, l'image est connue, et du coup les gens appellent pour ce que représente le sportif. Et justement, pour revenir aux réseaux sociaux, euh, comment parvenir à une bonne gestion de l'image sur les réseaux aujourd'hui? Mais c'est une excellente question, parce qu'il y a à la fois les réseaux sociaux qui appartiennent à la personnalité, et puis les réseaux sociaux des autres, des innombrables autres. Donc pour ces innombrables autres, j'ai souvent l'impression qu'on court un peu après le train, c'est-à-dire qu'en tant que conseil, on doit essayer de faire supprimer les contenus qui seraient inexacts ou seraient diffamatoires ou porteraient atteinte à l'image du sportif. C'est parfois complexe parce que sous couvert de réseaux sociaux, un nombre assez considérable de marques euh, s'emparent de l'actualité pour faire des clins d'œil avec leur propre activité. Sous couvert d'un résultat de match ou autre chose. Ils vont faire des jeux de mots ou des jeux d'images ou de montage d'images. On pourrait avoir l'impression que c'est un fil d'actualité, comme si finalement c'était des organes de presse ou d'information qui, eux, seraient autorisés à reprendre l'image de la personnalité. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est des marques à part entière qui donc, je le répète, sous prétexte de parler du résultat du match de la veille, eh bien, vont mentionner des noms, des personnalités, parfois une seule, associés à leur réseau social qui lui-même renvoie à tout un tas de publications qui fait la promotion de leurs produits. Donc ça, c'est l'aspect comment se défendre des tiers qui pourraient porter atteinte à l'image du sportif. Et puis, il y a les réseaux sociaux du sportif lui-même. Ça, c'est quand même l'hyper bonne nouvelle de la décennie pour les sportifs, parce que il faut bien comprendre que dérouler sa carrière sportive aujourd'hui, c'est avoir l'immense chance d'être propriétaire d'un média et de pouvoir s'adresser en direct à sa communauté. Et ça n'a l'air de rien quand on est né en 2000 et qu'on a l'impression que tout ça, ça a toujours existé. Moi, je suis née un petit peu avant et je mesure combien c'est une chance incroyable de pouvoir s'adresser en direct à sa communauté qui en plus vient toute seule, se manifeste en devenant un follower, pour utiliser un mot bien français, et donc le sportif peut propager ses valeurs
éventuellement faire la promotion de ses partenaires s'il le souhaite, en respectant bien sûr toutes les mentions légales désormais quand vous faites de la publicité sur vos réseaux sociaux. Mais c'est donc une formidable chance et un vrai travail à part entière que de bien gérer les réseaux sociaux. Et justement, vous, en tant qu'avocate, est-ce que vous attendez que l'affaire éclate ou vous suivez régulièrement les posts de vos clients sur les réseaux et vous les prévenez et vous leur dites mais retirez plutôt ce post plutôt qu'un autre? Ah non, non, c'est un travail qui se fait en amont. En fait, gérer l'image de quelqu'un, c'est précisément lui apprendre à être attentif ou attentive à tout ça. Souvent, les athlètes gèrent eux-mêmes leurs réseaux sociaux, ce qui est une très bonne chose, parce qu'il faut de l'authenticité. Et il n'y aurait rien de pire, je pense, qu'un réseau social téléguidé où le public s'y tromperait pas et n'y trouverait pas son compte. Mais tout de même, il faut vraiment sensibiliser le client à ce qu'il faut écrire ou pas écrire et éviter à tout coup l'hypothèse de lui dire supprime absolument ce poste, t'as écrit n'importe quoi. Non, ça, faut éviter. Ouais. Le réseau social, finalement, excellent vecteur de liberté d'expression. Excellent vecteur, formidable. Pour terminer, peut-être un conseil. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui, Delphine, à un jeune athlète pour choisir le bon partenaire commercial? D'abord, faites-vous conseiller, évidemment, mais euh, restez vous-même. Ne vous angoissez pas par le modèle économique qui est difficile à trouver quand on fait du sport de haut niveau, c'est vrai, mais ne vous trompez pas de chemin parce que ensuite il est très difficile de faire marche arrière et chaque association de marque avec votre image va vous coller à la peau et pour longtemps. Donc, ne vous trompez pas dès le début, ne cédez pas à la tentation et faites-vous conseiller. Merci beaucoup, Delphine. C'était Droit au jeu, le podcast du barreau de Paris.